Donc toi, Maxime, du coup, j'ai vu que tu avais commencé la lutte à 3 ans. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Comment tu as commencé à 3 ans? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à la lutte à 3 ans? Enfant pas turbulent, mais voilà, j'avais un peu d'énergie. Et en fait, il y a mon coach de lutte de l'époque qui donnait des interventions à l'école dans laquelle j'étais. Et du coup, en fait, réunion parents-prof, enfin maîtresse parents, et qui conseillait à mes parents de me faire un sport de combat pour me dépenser. Donc je suis allé à la salle où le coach donnait des cours. Et du coup, je suis resté au club pendant des années. Et donc, resté dans la lutte toute ma vie. T'as eu le même entraîneur, du coup, durant J'ai eu ton le même enfance? entraîneur jusqu'en 2008, 2009 même, parce que après je suis rentré à l'INSEP. Je suis rentré à l'INSEP et donc forcément c'est une obligation de changer d'entraîneur. On s'entraîne avec les entraîneurs nationaux. Et après j'ai changé de club parce que mon club, enfin, faut savoir que la lutte c'est pas un sport où on gagne de l'argent. Mais l'INSEP, par exemple, ça a un coût pour les lutteurs. Et donc, mon club ne pouvait pas me financer l'INSEP. Donc, j'ai dû changer de club et trouver un club. Là, à l'époque, c'était les clubs parisiens qui permettaient de faire ça. Et donc, du coup, j'ai signé dans un club parisien à l'US Métro où ils m'ont proposé de me financer l'INSEP et un travail au sein de la RATP pour suivre mon cursus sportif à côté. Donc voilà, j'ai eu mon entraîneur jusqu'en 2008, donc voilà, de 91 à 2008. Et après, j'ai changé d'entraîneur et je suis passé avec les entraîneurs nationaux. Ok. J'ai vu que tu avais fait 6 fois champion de France. Ouais, c'est ça, 6 fois champion de France en individuel, 6 fois champion de France en senior. Pas chez les jeunes. Chez les jeunes en U15, U17, U20, j'ai toujours été médaillé au championnat de France, mais jamais de titre. Et 6 fois champion de France donc en senior quand je suis arrivé à l'INSEP. Et 4 fois champion de France par équipe avec mon club de Sotteville. Ok. Ouais, donc c'était avant, enfin c'était après l'INSEP, du coup, tout ça. C'est ça, c'est ça. C'est pendant la période de l'INSEP. C'est pendant la période de l'INSEP. En fait, vous êtes repéré chez les jeunes, vous êtes dans votre club. Et après, au bout d'un moment, quand vous êtes repéré par l'INSEP et les entraîneurs nationaux, on vous demande de monter sur l'INSEP pour vivre. Donc à l'internat, faire l'école là-bas et vivre au quotidien là-bas pour l'entraînement. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, mes résultats ont commencé à décoller. Et quand tu étais à l'INSEP, tu te mélangeais avec, parce que moi j'ai fait pas mal de judo, tu te mélangeais avec, je sais pas, enfin les gars de la lutte, aller un petit peu vers ceux d'autres sports de préhension comme le judo ou autre En ou fait, pas? en fait là-bas, c'est un village. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'INSEP, il y a tous les sports olympiques. À l'internat, vous êtes plus facilement avec un lutteur en chambre, parce que c'est des chambres de deux, mais c'est possible d'être en chambre avec un autre sportif, un autre sport. Après, à la restauration, il y a tous les athlètes qui mangent ensemble. En cours, vous êtes avec tous les athlètes, vous n'êtes pas que avec des lutteurs. Donc forcément, ouais, on se mélange, on se fait des affinités aussi avec d'autres sports. C'est marrant parce qu'en fait, les sports de combat, ils restent un peu entre eux, entre guillemets. C'est un peu les mêmes mentalités et tout ça. Donc les lutteurs sont beaucoup avec les judokas et beaucoup avec les boxeurs aussi également. Mais voilà, on a toujours d'autres amis et d'autres collègues, connaissances dans d'autres sports parce qu'on est amené à toute la journée, mais toute la semaine et toute l'année à vivre avec eux, quoi. Et il y avait des, je sais pas, des confrontations entre les boxeurs et judokas lutteurs ou pas? Ouais, en classe, c'est marrant, tu sais, c'est qui est le plus fort, entre guillemets, Ouais. mais toujours dans le respect, toujours dans ce petit truc de dire, au début, ça commence par du chambrage, c'est-à-dire que nous, les lutteurs, on était avec pas mal de judokas et on leur disait, ouais, mais en fait, vous êtes en pyjama, on n'a pas le droit de faire ça au judo, on n'a pas le droit de faire ça, c'est nous le vrai sport. Les boxeurs, après, voilà, on se taillait aussi un peu comme ça. Et au final, ça fait des petites confrontations verbales dans un premier temps. Et après, quand on a des sports un peu de jeu d'opposition, on essaie de, on essaie de faire voir qui est le meilleur, entre guillemets. Et même sur les autres sports, au final, tu vois, au foot, on disait, voilà, c'est les lutteurs qui jouaient mieux au foot, et ainsi de suite. C'est toujours dans le bon état d'esprit, en fait. Hmm, ok, je vois.
Et alors, au niveau des styles de lutte, toi, c'était de la lutte libre directement. Ouais, moi j'ai commencé par la lutte libre. J'ai fait toute ma carrière en lutte libre. J'ai fait tous mes titres de champion de France en lutte libre. J'ai arrêté entre guillemets ma carrière en 2000, 2018, ma carrière en équipe de France. Et en fait en 2018, mon meilleur ami en fait il est aussi sur l'INSEP, c'est un lutteur, mais lui qui est en lutte gréco-romaine. Et donc, de 2018 à 2021, j'ai servi de partenaire à mon meilleur ami pour essayer de tenter de la qualif au JO de Tokyo, donc en 2021. Et donc, par ce biais, je me suis mis à la Gréco. Donc, au début, c'était plus partenaire pour qu'il ait un peu une résistance, pour qu'il ait quelqu'un aussi bah, de son poids, parce qu'il n'y avait pas grand monde de son poids. Donc quand il était en France, il faisait avec moi. Et quand il était à l'étranger en stage, bah voilà, il partait avec des meilleurs lutteurs étrangers. Mais voilà, quand c'était en France, il était avec moi. Et pour moi, c'était une façon de garder le rythme, une façon de me faire plaisir dans un nouveau style et en même temps d'aider mon ami. Donc c'était très bien. Et puis on était sur l'INSEP à l'entraînement tous les jours. Toi, ça te changeait quoi? C'est juste que alors, la différence entre la libre et la gréco, c'est que tu peux pas prendre sous les jambes, enfin sous la ceinture, c'est ça? Ouais, c'est ça, la libre, bah, en fait, on a le droit d'attaquer les jambes, de tout ce qui est en dessous de la ceinture, on a le droit d'attraper et de toucher. En gréco, c'est interdit. Donc, forcément, la posture est différente, l'attitude est différente, le rythme va être un peu différent. Mais bon, ça reste de la lutte, et voilà, ça fait un nouvel objectif, en fait. Vu que moi, j'avais terminé avec l'équipe de France, j'avais décidé d'arrêter. Bah, en fait, je repartais sur un nouvel objectif, pas de performance, mais un nouvel objectif d'entraînement et d'aider un ami à côté. Et pour toi, du coup, c'est quoi le plus chaud, par exemple? C'est de passer de la lutte libre au judo ou de passer de la lutte libre à la lutte gréco? Ouais, le plus chaud, ça va être plus lutte libre à judo. Hmm. Lutte libre à gréco, on reste dans ces mêmes attitudes et ces mêmes habitudes de saisir un bras, de saisir des poignets, que le judo. Le grip va complètement changer. On doit attraper un kimono, ce que nous on n'a pas l'habitude. Tu vois, par exemple, on est en salle de muscu avec les judokas. Ils vont mettre un kimono sur la barre de traction et faire des tractions avec le kimono pour avoir cette habitude de grip. Nous, on n'a pas ce grip-là, enfin, du moins ce même grip. On a le grip de lutteur de monter à la corde, de traction, mais pas avec ce grip-là. Donc, ça va être différent. Et puis, il y a tout ce qui est balayage. En lutte, ça se voit, mais plus rarement qu'au judo. Et donc, voilà, c'est un système complètement différent. Ok. Ok, c'est hyper intéressant. Et tu voyais enfin, je sais pas, t'as dû rencontrer surtout à l'INSEP des personnes qui, je sais pas, des gars de l'Est par exemple, ou qui étaient originaires de l'Est, qui avaient du coup plus une influence, je sais pas, une lutte avec une influence, un style différent peut-être, je sais pas. Ouais, en fait, quand on arrive à l'INSEP, quand on est repéré par l'INSEP, on arrive avec son propre style, entre guillemets. L'INSEP, c'est les entraîneurs nationaux, le but de la fédération et le but de l'INSEP, c'est pas changer votre style pour l'adapter au coach qui est à l'instant T à l'INSEP. C'est justement de prendre la personne et de la faire performer avec son style à lui. Parce que quand on parle de style, en fait, par exemple, en lutte libre, on a plus le style américain, ou qui va être de la lutte très cardio, très speed, on va dire, et de la lutte plus russe, du Caucase, pays de l'Est, où là, ça va être plus posé, mais plus technique, plus sur des actions-réactions, plus posé, voilà, plus posé. Ça va être le gros critère qui vont différencier ces deux styles de lutte. Le lutteur français qui va arriver à l'INSEP, qu'il arrive avec un style américain ou avec un style du pays du Caucase, il va garder son style et l'entraîneur va faire en sorte qu'il soit meilleur, encore plus meilleur enfin, plus meilleur dans son style et gommer tous les petits défauts qu'il peut y avoir. Mais on va pas lui changer son style de combat. Ok. Toi, du coup, ton style, il ressemble plus c'est plus un style américain ou plus Non, moi russe? plus un style russe, pays de l'Est, Caucase, où j'ai une lutte posée, où j'avais aussi un peu entre guillemets mon propre style, mais où je m'inspirais beaucoup d'un très grand lutteur, enfin pour moi le plus grand lutteur au monde, qui est Boufayyissar Saïtiev. Euh,
qui était fort en attaque, mais très très fort en défense. Et moi, mon style était plus sur la défense. Donc, j'attaquais pas beaucoup les jambes, mais je faisais en sorte qu'on m'attaque les jambes pour après gagner des points sur ma défense. Donc, c'est un style posé, un style moins speed que les Américains, enfin pas du tout speed comme un Américain. Et du coup, ouais, plus posé, et plus réfléchi, et plus à la sensation. Ok. J'ai l'impression que tu sais, la lutte, c'est vraiment le sport, un des sports les plus vieux, tu vois, qui est au monde. Et dans chaque pays, enfin pas dans chaque pays, mais dans beaucoup de pays, tu as un style de lutte. Par exemple, la lutte sénégalaise. Je sais qu'en Turquie, ils ont un style de lutte un peu à part. En Géorgie, tout ça. C'est quoi les différences du coup entre ces différents styles, tu vois, si... Parce que là, tu me dis qu'il y a le côté lutte libre États-Unis et le côté lutte libre russe. Mais c'est quoi la différence entre tous les autres styles de lutte? En fait, il faut savoir que la lutte, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. D'accord? Si on réunit tous les styles de lutte, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. Parce qu'au-delà, devant tous les sports, comme le foot, où on pourrait croire, comme voilà, devant tous les sports. Pourquoi? Parce que dedans, on compte les luttes traditionnelles. Chaque pays a une lutte traditionnelle bien précise. Donc, dans le pays, on peut avoir deux choses. On peut avoir la lutte traditionnelle. Donc là, tu as pris l'exemple de la Turquie. La Turquie, c'est la lutte turque. C'est la lutte à l'huile. On se met de l'huile sur le corps. On a un pantalon en cuir moulant et torse nu. Et on se met de l'huile partout sur le corps. Donc, ce qui veut dire que les saisies sont différentes. On ne peut pas avoir de grippe comme on a par exemple au judo ou de saisir un poignet parce que ça glisse. Et donc, on va devoir s'agripper à la taille du pantalon par exemple. Ok. D'accord? Et ça se fait dehors, sur de l'herbe, et on doit l'amener au sol. Voilà. Donc les règles changent. Le sport en lui-même change pas beaucoup, parce que ça reste le même principe, le même but, mais la façon de faire et comment dire, l'organisation, comment ça se pratique, ça va changer. Donc ça, c'est la lutte traditionnelle. Et la deuxième partie, dans un pays, vous allez avoir la lutte olympique. Et la lutte olympique, il y a trois styles, c'est la lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine. La lutte féminine, c'est de la lutte libre, mais juste fait par les femmes. Voilà. Il n'y a pas de lutte gréco-romaine pour les femmes. Donc c'est trois styles olympiques. Les trois styles olympiques sont représentés donc aux Jeux olympiques et dans tous les championnats nationaux et internationaux, sous leur fédération. D'accord? Et après, les luttes traditionnelles, c'est plus, si vous voulez, un athlète de haut niveau, c'est pas un athlète de lutte traditionnelle, c'est un athlète de lutte olympique. Donc tout ce qui, par exemple, en France, va être subvention, va être contrat, des aides pour l'athlète, c'est parce qu'il fait de la lutte olympique et pas de la lutte traditionnelle. Par Ok. exemple, même chez nous, en France, on a le Gouren, qui est de la lutte traditionnelle, c'est la lutte bretonne, avec un haut de kimono, avec un short et sur de la sur. Et voilà. Donc chaque pays a une lutte traditionnelle. Il y a la lutte sénégalaise, il y a la lutte mongole. Enfin voilà, il y a tous les pays ont ça. Et donc quand on regroupe cette lutte traditionnelle et cette lutte olympique, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. Ok. T'as déjà testé toi des luttes traditionnelles, je sais pas, dans des voyages, tout ça ou... Ouais, nous on était invités, je sais plus c'était quoi, c'était une fête turque à Bordeaux. Et en fait, il y avait une équipe de Turcs qui venait spécialement pour ce festival-là. Ça devait être un anniversaire je pourrais pas vous redire précisément. Et donc en fait, il y en avait quelques lutteurs de l'équipe de France, de l'INSEP, qui étaient là. Où nous on était, on n'avait pas de tournoi à ce moment-là. On est descendu à Bordeaux. Le soir, on a fait l'après-midi, on a fait une rencontre de lutte turque, donc à l'huile et tout ça, au plein soleil et tout ça. Et le soir, on a fait une rencontre de lutte olympique. Ok. Et même avec plusieurs douches derrière, on était encore, bon, ça transpirait avec l'huile. C'était affreux le soir. Mais Ouais. voilà, c'était une fête comme ça, une fête turque où on a représenté aussi cette lutte traditionnelle qui est dure, mais voilà, chaque lutte traditionnelle a ses spécificités. Hmm. Tout à l'heure, tu disais que c'était difficile d'en vivre en France, de la lutte. Mais dans ces pays où justement il y a une lutte traditionnelle qui est vraiment forte, je sais pas, c'est plus vu un moyen de gagner de l'argent, un métier ou pas vraiment? Ouais, c'est ça, complètement. Nous, en France, on n'en vit pas. C'est pas un sport médiatisé. C'est pas un sport qui fait, qui nous fait vivre. On est obligé de soit travailler à côté, soit d'avoir, entre guillemets, des arrangements. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, moi je suis arrivé en 2008 à l'INSEP.
Arrivé en 2008, il y avait très peu de contrats aidés, très peu d'aide du ministère aux sportifs, on va pas se mentir. C'est par la suite que, bah, par exemple, les athlètes ont commencé à cotiser pour les retraites aussi. C'est par la suite que les ministères ont ouvert des emplois, le ministère des Armées, tout ça, de la Défense, pour faire des contrats, par exemple, et faire devenir des sportifs des militaires, par exemple, ou dans la gendarmerie, ou à la SNCF, ou à la RATP. Euh, donc ça, c'est venu bien, enfin pas bien après, mais c'est venu au fil du temps. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis rentré en 2010 à la RATP et je suis rentré aussi pour ça. C'est-à-dire que j'avais un statut d'athlète de haut niveau où j'étais détaché de mon temps de travail pour m'entraîner. Donc ça, c'est une aide forcément. Et, mais j'ai jamais été détaché à 100%. Voilà. C'est très rare maintenant qu'on voit des athlètes détachés à 100%. Ça commence à arriver par le biais de leurs résultats sportifs et par le biais des arrangements des entreprises ou du ministère, par exemple. Maintenant, on a des contrats pour les militaires où ils sont détachés à 100% pour s'entraîner et être en permanence sur l'INSEP pour les entraînements et pour les stages. À l'étranger, vous allez dans les pays de l'Est, vous êtes en stage. On part en stage, moi je partais souvent en stage en Géorgie. On part en Géorgie en stage, vous avez entraînement le matin, vous avez entraînement le soir. Quand vous partez en stage, vous allez à l'entraînement. Après l'entraînement, vous mangez. Après, on se repose et après, on repart à l'entraînement. Mais ça, c'était un rythme quand on était en stage, quand on était à l'étranger. Pour eux, ça, ce rythme-là, c'est quotidien. C'est toute l'année. Nous, quand on rentre en France à l'INSEP, on avait ce qu'on appelle le double projet. Et le double projet, c'est le sportif et l'école. On était obligatoirement dans une formation, que ça soit dans un cursus de lycée, de fac, ou de formation BPGEPS, à l'époque brevet d'État, de GEPS, et ainsi de suite. On devait obligatoirement être inscrit, quand on était à l'INSEP, obligatoirement être inscrit sur le pôle, entre guillemets, école, formation, pour avoir ce cursus double projet, pour, après notre carrière, continuer à travailler via cette formation scolaire qui n'ont pas du tout à l'étranger. À l'étranger, vous faites par exemple, vous faites un choix de ne pas aller à l'école, d'arrêter l'école à un certain âge et de miser tout sur la lutte. Ça peut être gagnant ou ça peut être tout perdant. Si vous ne faites pas de résultats au niveau international, ça va être très dur pour vous pour la suite. Il va falloir choisir un travail que vous n'avez pas forcément choisi, entre guillemets, parce que vous n'avez pas fait l'école avant. Par contre, pour ceux qui vont être médaillés, souvent il va y avoir une rente à vie, que ce soit par la fédération, que ce soit par les sponsors privés, par le club. Voilà, vous allez avoir quelque chose où ça va durer soit sur du long terme, soit ça va être une rente à vie. Enfin, comme on voit, hein, par exemple, pour prendre l'exemple de Poutine et de la Russie, hein, quand il y a eu à chaque Jeux Olympiques, par exemple pour les sports de combat, ils donnaient, je sais plus, c'était 1 million en plus. 1 million en plus pour l'athlète qui était champion olympique. Hmm. Parce qu'il kiffait les sports de combat, et donc pour le judo, pour la lutte, c'était ça. Euh, il y a aussi, voilà, on vous donne une maison, on vous donne un appartement en ville, on vous donne une voiture, on vous donne ça par mois. Donc les facilités, oui, clairement, comparé à la France, ça a strictement rien à voir. Mais pourquoi du coup, tu vois, par rapport à ça, pourquoi Chimaev, par exemple, qui est de Tchétchénie, il est parti en Suède, alors que bah, la Russie, j'ai l'impression que c'est vraiment un pays qui te met bien quand t'es super bon, quoi. Après, l'histoire de Shimaev, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais à savoir que, par exemple, il est parti de Tchétchénie en Suède. Là, il combat pour les Émirats Arabes Unis, il me semble, parce que c'est ce drapeau-là qui est représenté quand il combat à l'UFC. À savoir que tous ces athlètes-là, qui ont des origines, par exemple, du Caucase, et surtout de la Tchétchénie et d'Daghestan, ont toujours une récompense par la Tchétchénie ou par le Daghestan. Par exemple, champion olympique 74 kilos à Paris, ouzbek, tchétchène, d'accord. Mais il a lutté pour la Russie, il a décidé de changer de nationalité, il a lutté pour l'Ouzbékistan, il a fait champion olympique. Il a eu sa récompense au niveau national, au niveau de l'Ouzbékistan, en rentrant en Tchétchénie, il a sa récompense de la région, entre guillemets, de la Tchétchénie. Donc, c'est même pour dire que le sport là-bas, c'est fort,
l'importance du sport et des résultats, c'est fort. Mm. Peu importe que si vous représentiez la Russie ou si vous représentez un autre pays. Chimaev, c'est pareil. Chimaev, quand il est retourné en Tchétchénie ou en Russie, c'est entre guillemets un roi. Il est reçu par le président Kadyrov. Il a beaucoup plus de facilité, autant de facilité que quand il va représenter à l'époque la Suède ou les Émirats Arabes Unis. Donc, d'où l'importance en fait chez eux. C'est vraiment entre guillemets le plus important de représenter le pays, de représenter sa région, et d'où l'importance du sportif au sein même de l'institution. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un système, j'étais en train de penser à ça, j'ai l'impression qu'il y a un système un peu intermédiaire entre celui qu'on a et celui que eux ils ont. C'est celui qui est aux États-Unis avec la lutte universitaire. Mm. Ouais, la lutte universitaire. Après, il faut faire attention parce que, par exemple, tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure, dans les pays, on peut y avoir deux styles de lutte, lutte traditionnelle et les luttes la lutte olympique. Aux États-Unis, la lutte traditionnelle, entre guillemets, on va le résumer comme ça, c'est la lutte universitaire. La lutte universitaire et la lutte olympique aux États-Unis, c'est deux choses complètement différentes. La lutte universitaire, c'est ce que vous voyez là il y a 2 jours, j'ai regardé le dernier film là sur la lutte, Inarrêtable, avec Anthony Robles qui a perdu une jambe en fait et qui c'est un lutteur avec une jambe Ok. et qui est dans une université et justement qui fait le championnat américain de la lutte universitaire. Et il y a des gens en fait qui vont faire toute leur carrière à l'université. D'accord? Ils vont jamais passer en lutte olympique. Et il y en a d'autres qui vont faire leur carrière en lutte universitaire qui veulent aller au-delà de ce championnat et qui veulent aller tenter leur chance dans la lutte olympique pour aller au championnat du monde, aux Jeux panaméricains et aux Jeux olympiques. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes et deux niveaux différents. C'est-à-dire que c'est pas le même règlement, donc c'est pas les mêmes facilités pour l'un ou pour l'autre. Et donc C'est-à-dire, voilà. il y a quoi comme différence du coup? Sur le règlement, c'est très complexe. Sur le Ok. règlement, je pourrais même pas te le dire comme ça parce que c'est très complexe. La folk style, la lutte universitaire, ça va être beaucoup de, j'aime pas dire ça, mais rouler boulet, enfin de transition sur la lutte, que ça soit en attaque ou en défense, il va falloir plus contrôler pour marquer ses points. La lutte olympique, donc on va retourner à chaque fois l'adversaire, on va marquer des points. Ça va être comptabilisé à chaque fois. En folk style, un peu moins, il va falloir plus contrôler son adversaire. Et c'est des départs différents, c'est des temps différents, c'est des situations différentes et vraiment une mentalité pas complètement différente parce que aux États-Unis, toutes les mentalités se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ont un même schéma de lutte, que ça soit universitaire ou olympique, mais c'est plus le règlement qui va changer. C'est un peu comme une lutte libre de style enfin, USA poussée à l'extrême quoi. Ouais, c'est ça, poussé à l'extrême. Euh, Vous avez des obligations. Vous savez, on est obligé, par exemple, d'avoir un casque de lutte. C'est pour ça qu'aux États-Unis, enfin souvent aux universités, même dans tous les films, vous voyez des lutteurs avec un casque. Lutte olympique, vous en voyez pas. C'est clairement pas dans les routines d'avoir un casque. C'est très très rare. Euh, Voilà, ça va être le système un peu américain de cardio, de très bas au sol, bouger constamment, être un vrai chat en fait sur le tapis. Les Américains qui sont passés par la folk style, la lutte universitaire, qui vont aller dans la lutte olympique, vont essayer de garder ce style, mais ils vont être obligés de l'adapter parce qu'ils vont se confronter à des Européens qui n'ont pas du tout la même lutte, qui vont pas avoir le même ressenti, avoir les mêmes défenses, avoir les mêmes attaques, et donc du coup on est obligé de s'habituer. Que aux États-Unis, en fait, que vous rencontrez le mec de l'Iowa ou de Oklahoma ou de l'autre, en fait, c'est le même style de lutte. Donc ça va jouer que sur des petits détails de force ou autre, mais vraiment, il a la même approche que vous. Donc c'est un peu comme si vous luttiez dans un miroir face à vous-même, en fait. Ok. Ok Maxime. Et donc toi du coup, alors quand est-ce que tu as commencé à entraîner? En 2018 quand tu as arrêté ta carrière avec l'équipe de France, c'est ça? Alors, moi, j'ai commencé à entraîner un peu avant, c'est-à-dire que j'ai entraîné à partir de 2014, 2000, ouais, 2015. 2015. En fait, j'ai fait ma carrière à l'INSEP jusqu'à en 2014. En 2014, j'ai eu un petit ras-le-bol en fait de la lutte et du haut niveau. Et donc, j'ai décidé de faire une pause. J'ai fait une petite pause et je me suis mis dans le grappling.
Je me suis mis dans le grappling pour un peu me changer les idées, me changer d'air. Et bah, j'ai fait toutes les compétitions, championnat de France, coupe de France. Et par le biais de mes résultats, en fait, j'ai été sélectionné au championnat du monde. J'ai fait troisième au championnat du monde de grappling. Et, euh, et en fait, je sais pas si c'est ça qui m'a fait un déclic, mais j'ai voulu passer à l'entraînement, passer en tant que coach en fait. Et j'avais un peu délaissé un peu plus la lutte en tant que compétiteur. Et sur la fin en 2015, mes jeunes en fait que j'entraînais, ils me poussaient parce que j'entraînais mais je m'entraînais avec eux et ils me poussaient à lutter. On avait un championnat par équipe de deuxième division avec que des jeunes. Ils m'ont dit ah lutte avec nous, j'ai lutté avec eux, je restais quand même performant. J'ai refait les championnats de France, j'ai gagné les championnats de France. En 2017, on avait les championnats du monde à Paris, donc il fallait que je gagne les France à chaque fois pour me sélectionner. Donc du coup, bah, je suis re-rentré dans une spirale où j'avais moins de pression. J'allais à l'INSEP, pas en dilettante, mais avec moins de pression. J'avais un travail, je travaillais à côté, je coachais des jeunes. J'avais plus ce truc de faut que je m'entraîne 2 fois par jour et faut que je réussisse parce que sinon je suis cuit. Non, j'allais une fois à l'entraînement par jour, j'y allais pas 2 fois. J'étais libéré mentalement. Et ça passait en France, donc je me suis dit bah pourquoi pas, je garde ce système-là. Et après bah j'ai continué l'équipe de France en 2017, j'ai fait les championnats du monde, après j'ai fait les Jeux méditerranéens en 2018 et après en 2018 je voyais bien que au niveau français ça allait, j'étais toujours performant et un peu entre guillemets au-dessus, mais qu'au niveau international c'était très compliqué et que je pouvais pas avoir ce rythme de vie de travailler parce qu'à l'époque j'étais aussi à la RATP, j'étais un peu détaché mais pas totalement et de coacher les enfants, de m'entraîner moi et de performer à l'étranger. Et ça c'était pas possible. Donc j'ai arrêté l'international, je suis resté au niveau français et j'ai toujours continué à entraîner mes jeunes. Et à partir de ce moment-là, bah ouais, 2015, je suis devenu coach. J'avais aimé passer mes diplômes via le double projet de l'INSEP quand je suis rentré en 2008. Donc j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. Donc en 2015, voilà, j'ai continué ce processus-là d'être coach et de transmettre aux jeunes et aux grands, et que ça soit loisir ou compétiteur. Et après, voilà, je suis rentré tranquillement dans ce milieu de coach. Et j'ai cru comprendre que tu avais aussi enfin, commencé à coacher en MMA avec Cyril Diabaté, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est que du coup, cette période-là, c'était aussi la période du dernier combat de Cyril Diabaté à l'UFC contre Ilir Latifi. Et en fait, Parce que c'était en quelle année? C'était il y ouais, a je pourrais pas te dire exactement, c'était son peut-être dernier 10 combat, ans, ça non? devait être 2014 ou 2015, je Ouais, crois. ok. Voilà. Et en fait, sur cette phase-là, il cherchait un coach de lutte. Donc il cherchait un coach de lutte, il avait contacté un gars de l'INSEP et le gars de l'INSEP pouvait pas parce qu'il était souvent en stage et tout ça. Moi, il me contacte, il savait que j'avais fait du grappling et donc il me demande si ça m'intéresse. Je dis ouais, pourquoi pas. Et puis moi, à l'époque, j'entraînais à Pantin. J'entraînais à Pantin dans le 93 et le club de Cyril Diabaté, c'était la Snake Team à Épinay-sur-Seine. Donc c'était juste à côté. Donc en fait, j'y suis allé. J'y allais en journée pour lui donner des cours de lutte. Et en fait, on s'est lié d'amitié avec Cyril. Et après son combat, je suis resté au club. J'ai continué à travailler avec bah, Grégory Baben, avec Xavier Foupapoukam, avec Yves Landu, Kevin Petit à l'époque, même William Gomis qui était à la Snake Team, et qui faisaient tous leur transition du Sanda au MMA. Et donc, je me suis lié d'amitié avec eux, j'ai pris de la confiance parce que bah, moi, je donnais des cours de lutte et par exemple, Yves et Grégory Baben, ils m'apprenaient la boxe avec Cyril Diabaté. Et c'était pareil, c'est ah, ouais, on va te mettre au MMA, on va te mettre au MMA. Et au final, moi, j'aime pas forcément les coups. Et donc, ça m'a jamais attiré Et je voulais pas faire un combat de MMA pour dire j'ai fait un combat de MMA. C'était pas mon intérêt du tout. Et je me voyais pas faire un combat de MMA si j'avais pas toutes les capacités dans toutes les disciplines. Et je me voyais pas y aller que avec ma lutte, alors que on me disait si si, mais t'inquiète pas, la lutte ça suffit. Derrière avec le grab que t'as, ça suffit. On va te rajouter les frappes. Ouais, je dis ah, mais debout, moi j'ai peur des frappes, j'ai peur des jambes là qui viennent et tout ça. Mais voilà, je suis pas rentré là-dedans. Mais j'ai toujours accompagné, j'ai toujours préparé les gars sur l'aspect lutte.
Et donc, c'est comme ça que j'ai été, entre guillemets, intégré dans le milieu du MMA par Cyril Diabaté. Et après, bah, moi j'ai déménagé, j'étais dans le 77, en fin fond du 77, ça devient compliqué. Les allers-retours, c'est plus d'1 heure et quart, 1 heure et demie, franchement, c'était très dur. Et donc après j'ai fait pas une petite pause, mais parce que je suis resté toujours dans le grappling et tout ça, mais j'ai un peu arrêté avec la Snake Team, avec Cyril. On est resté en très bons termes, on reste toujours en très bons termes. Récemment, enfin dernièrement, j'ai fait les dernières prépas de Yves Landu pour ses combattants. Quand il a besoin, il m'appelle. On arrive à se fixer des trucs, bah, sur Paris, parce que moi maintenant je suis sur Paris, pour des détails, pour des choses comme ça. Et voilà, non, non. Et maintenant, je me suis plus rapproché du 94 et de Paris, là où j'entraîne, et je travaille maintenant avec Nicolas Hott, beaucoup. euh, sur cet aspect MMA où il me fait confiance sur la partie lutte pour ses athlètes. Hmm. Tu bosses aussi avec Benoît Saint-Denis, non? J'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Benoît Saint-Denis, là, c'est lui qui est venu à moi. Moi, j'entraînais à Créteil, donc après Pantin, c'était à l'US Métro. La section, elle a fermé. La section, elle a fermé. Moi, je me suis dirigé vers Créteil, qui m'ont proposé de venir entraîner dans leur club. Et donc en 2017, ouais, 2017, j'ai été entraîneur du club. Depuis 2017, je suis entraîneur du club de Créteil, avec les jeunes et les adultes. Et en fait, Benoît, à cette époque, l'année c'est 2020. 2020, ouais, 2020. Lui, il était à Rungis. Il a fait les tests de sélection avec Daniel Ouaha. Et donc, vu qu'il était dans le secteur, il est venu faire la lutte à Créteil. Donc, à la base, il est venu avec Jorik Montagnac, avec Mathieu Leto et Benoît. Et donc, ils sont venus s'entraîner. En fait, il venait une personne lambda, entre guillemets, qui vient faire son cours de lutte et tout ça. Ils ont pris leur licence, ils sont venus de plus en plus, et après par la suite, Benoît m'a demandé de venir sur le cours qu'il faisait à Vitry, parce qu'après ils ont déménagé, ils ont été à Vitry. Bien avant ça, nous on a été l'aider au Venom avec Thomas Loubersan, un coach de sol, de grappling et combattant. On est venu l'aider aussi au Venom. Après, il m'a demandé de travailler sur la lutte, mais à l'extérieur de Créteil, lutte pour MMA. Et j'ai accepté, on l'a fait ensemble plusieurs fois, et après voilà, ça a collé, et depuis on travaille ensemble depuis 2020. Donc là, ça fait 2 ans qu'il a déménagé sur Bayonne, mais bah là, tu vois, j'y vais vendredi. J'essaie d'y aller un week-end par mois. Et à partir de là, janvier, c'est lui aussi qui va venir sur Paris, donc comme ça, on va se voir beaucoup plus souvent, et voilà. Mais c'est ça, tu vois, c'est comment tu arrives à gérer le suivi ou les entraînements à distance, même avec Yves Landu, je crois enfin, il est en Thaïlande maintenant, Ouais, si je me trompe pas. Ouais, avec Yves, depuis qu'il est parti en Thaïlande, on a arrêté, c'est-à-dire que c'est pas possible de travailler comme ça à distance. Moi, ça reste un ami à côté de ça, Yves, et il sait très bien que s'il a besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, ou d'un truc, des fois quand je vois des vidéos de lutte qu'il met en story, si je vois un défaut ou quelque chose, ou un petit truc, un petit détail, je lui dis. Et il le prend, il me dit, ah ok, machin, s'il a besoin d'une vidéo, moi je lui envoie, et voilà, moi je travaille comme ça, je travaille comme ça avec la confiance. C'est-à-dire que même si tu es loin, si tu as besoin de moi, je vais toujours te répondre. J'ai pas de souci là-dessus. Parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on a créé des amitiés avant, et parce que tout s'est toujours bien passé. Avec Benoît, quand lui il m'a annoncé qu'il partait et qu'il revenait à Bayonne, tout de suite ça a été, il m'a dit par contre il va falloir que tu viennes. Moi je vais te prendre en charge entre guillemets, et je vais te faire venir pour que tu fasses des séances et tout ça. Moi j'ai un planning aussi ici à respecter sur Paris, c'est compliqué, donc j'y vais les week-ends. Par exemple l'année dernière j'ai essayé d'y aller 2 fois par mois, 2 fois par mois, et pendant les camps 2 fois par mois. Donc quand je descends, j'y descends 3 jours. Je descends du vendredi au dimanche. J'arrive là, par exemple, là je pars vendredi midi, j'arrive vendredi après-midi. On fait un entraînement vendredi soir, un samedi matin, un samedi soir, un dimanche matin, un dimanche après-midi, et après je repars. On essaie de se concentrer là-dessus. Les semaines où moi je viens, il va réduire son intensité d'entraînement au début de la semaine, enfin en milieu de semaine, pour pouvoir être en forme et finir la semaine avec moi.
d'accord? Pour que moi je puisse faire de la technique avec lui, je puisse faire des intensités et qu'on arrive à bien travailler en lutte. Ça, c'est les week-ends, c'est les semaines où moi je viens les week-ends. Après, il a son organisation quand moi je viens pas. Et souvent, c'est vraiment des retours par message ou par appel par rapport à ce on a vu quand je suis venu à Bayonne, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, les difficultés qu'il a lors des sparring MMA sur la partie lutte, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et dans quel moment, dans quelle situation on est le plus à l'aise. Et ça, on le travaille quand moi je descends. Maintenant, le fait qu'il vient sur Paris, même chose. Et tu as des exemples passés, évidemment, tu vois, que, je sais pas, d'une situation où, en fait, il te demande des conseils, ou il t'envoie des vidéos et il te demande qu'est-ce qu'il pourrait faire. Comment ça se passe concrètement? Bah ouais, avec Benoît, ça peut être ça. Ça peut être des fois, il filme un peu les sparring. On aime bien voir un peu et avoir des infos. Ça peut être lui qui m'envoie ça. Ça peut être à la base, avant son head coach l'année dernière qui m'envoyait, bah, là par exemple, il n'a pas réussi à faire ça sur cette séance, machin. Et donc, quand j'arrive le vendredi, bah, on va bosser spécifiquement sur ça. Donc ça, c'est hors camp. Après, pendant les camps, c'est-à-dire qu'il y a un combat de signé, on sait qu'on va combattre tel athlète. La stratégie, elle est faite par le head coach. Et moi, il va me dire, bah voilà, Max, je veux que Benoît il soit performant sur la défense de lutte. Et donc, moi, quand je vais venir, on va se focaliser que sur la défense de lutte. On va travailler un petit peu l'attaque, mais vraiment pour s'échauffer et pour garder nos automatismes. Mais on va se mettre en obligation la défense de lutte. Et donc voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est dans le travail du MMA, c'est ça. C'est-à-dire de signer un combat, d'avoir la stratégie et de moi caler mes entraînements, ma planification par rapport à la stratégie de combat. Comme ça, en fait, c'est direct, c'est axé et on n'a pas besoin de travailler sur les multitudes de palettes qu'on peut avoir en lutte. Et on a un axe de travail et on va sur cet axe de travail et il faut que ça soit le plus performant possible par rapport à son style, par rapport à son jeu, par rapport à son physique, par rapport à son adversaire et par rapport à la formule du combat. Est-ce que c'est un 5x5? Est-ce que c'est un 3x5? On va pas forcément lutter pareil, on va pas forcément dépenser la même énergie. Donc, moi, j'aime bien travailler comme ça avec tous ces critères-là et m'adapter par rapport à tout ce qu'on me demande. Hmm. Et toi, tu bosses principalement sur de la défense de lutte pour enfin, pour des combattants de MMA, non? Non, non. Benoît, par exemple, c'est un très bon attaquant. Donc, on travaille la défense, mais on travaille beaucoup l'attaque. Là, c'est ce que je disais la dernière fois dans une interview, c'est que, en fait, on a beaucoup travaillé sur l'attaque parce que c'est son point fort et parce qu'il faut consolider son point fort. On a beaucoup travaillé l'attaque parce qu'en face, il n'avait pas forcément beaucoup de lutteurs. Il n'a pas rencontré de gros lutteurs en face. Donc forcément, bah, il n'a jamais rencontré de gros lutteurs avec moi, en tout cas. Donc on n'avait pas besoin de bosser forcément la défense. On doit la bosser parce que c'est une obligation, on l'a toujours bossé, mais pas à la même intensité que l'attaque. Par contre, il avait besoin de son attaque pour ramener ses adversaires au sol parce que lui, après, le sol, il sait ce qu'il a à faire, il a ses étranglements, il a ses soumissions, il a son travail de sol qui est super bon. Moi, je suis là pour en fait, toutes les, toutes les clés, il les a en main pour que son sol il soit le mieux possible. Pour les liaisons de boussole, quoi. Exactement. C'est-à-dire que la lutte va si t'es pas à l'aise debout, bah hop, on va vite aller en lutte pour l'amener au sol, là où tu arrives, dans ton domaine de prédilection, on va dire. Benoît, il vient du sol. Benoît, il a commencé par le sol. D'accord? Il a des bases de judo et après il s'est mis au sol avec son coach Chris Savoca et qui est le même coach depuis le début. Il a cette relation de confiance en dehors et sur le tapis et il a toujours travaillé pour ça. Moi, quand je suis arrivé, je dois être là pour montrer entre guillemets le travail de Chris Savoca, pour que le jeu de Benoît soit le plus facile à faire pour lui. Euh, Maintenant, là, on arrive dans la catégorie de Benoît où devant lui, il n'y a que des lutteurs. Ça fait que lutter. Et même si c'est pas des lutteurs Hmm. purs, c'est des mecs qui savent lutter. Donc là, à partir de maintenant, le travail de défense qu'on a fait depuis le début, on va être obligé de l'intensifier si on veut aller vers l'avant. Parce que Benoît, il peut pas se faire amener au sol. Parce que c'est pas possible. Et moi, je suis dans une démarche comme ça. C'est-à-dire que je sais que tu as un bon sol. Ce que je dis aux gars qui viennent à ma séance de lutte pour MMA, je leur dis,
tu as un bon sol, mais là aujourd'hui c'est la séance de lutte. Ça veut dire qu'à aucun moment tu dois avoir le dos au sol. Nous en lutte, tu as le dos au sol, tu as perdu. Donc on a cette approche de toujours être au-dessus, toujours avoir la poitrine face au sol. Et toujours avoir donc du JJB, mais du dessus. Ok? Et pas du JJB en dessous. Là où je dis à Benoît, c'est que Benoît, je sais que tu es fort, je sais que tu sais sweeper, je sais que tu sais renverser la situation, mais moi je veux pas qu'on arrive dans cette situation pour renverser. Je veux qu'on arrive toujours au-dessus et qu'on travaille du dessus. Et comme ça, quand tu sauras faire ça, après tu fais tes choix en combat. De toute façon, dans la cage, tu es tout seul. C'est toi qui fais tes choix. Maintenant, si moi je t'ai donné cette bille là, que Chris t'a donné cette bille là, c'est à toi de faire ton mix et de savoir sur l'instant T, parce qu'on n'est pas à ta place, on a un regard extérieur, mais c'est toi qui sens les choses, c'est toi qui vas prendre la décision finale. Ok, je comprends. Et pour les gars qui se mettent au MMA, mais qui viennent, qui ont plus une base de striking, toi, bon, j'imagine que généralement tu te concentres plus sur la défense de lutte parce que c'est plus. Bah, déjà, c'est ton style, t'as plus un style de Ouais, défense. Ouais. ouais. Donc c'est pareil. C'est pas parce que je dis que j'ai un style de défense que je sais pas attaquer. Oui, Souvent oui. on peut avoir cette nuance-là, pas du tout. C'est juste que moi j'ai pas ma confiance dans un combat, j'ai pas la confiance en moi dans mes attaques. Mais je sais très bien attaquer, je sais marquer quand il faut, et je suis aussi bon en attaque qu'en défense. Ok. Forcément, pour les strikers qui arrivent dans mes cours, souvent ils viennent chercher de la lutte. Pourquoi? Parce que bah ils ont zéro base en lutte et qu'ils veulent arrêter d'aller se faire amener au sol. Et le plus simple à apprendre dans la lutte, c'est la défense. Le temps de réaction pour reculer les jambes, le striker il peut l'avoir rapidement parce qu'il a le coup d'œil et le timing en boxe. Donc la transition elle peut être très très vite et elle peut faire très très mal. Euh, Par exemple, un Cyril Gane, on fait un match avec Cyril Gane, s'il est à distance, toucher les jambes, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué parce que son timing de boxe, il a tellement un timing exceptionnel en boxe, un déplacement et tout ça sur ses jambes, que en fait, s'il fuit ou s'il recule bien la jambe au bon moment, bah moi, j'arriverai jamais à la toucher. Là où ça va être différent, là où on va voir s'il a bien travaillé la lutte ou autre, ça va être de savoir si moi, quand j'agrippe la jambe, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir. Et c'est là où on va voir s'il a une bonne défense ou s'il n'a pas une bonne défense de lutte. Donc souvent les mecs, on va voir un combat de MMA où le striker il se fait pas amener au sol. On va dire ouais il est bon en lutte. Non, il a un bon timing. Il a un bon timing qu'il a en boxe et il l'a bien transitionné pour la lutte. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une bonne défense de lutte. La bonne défense de lutte, c'est quand votre jambe elle est attrapée, c'est quand vous arrivez à sortir de cette position et ça plusieurs fois. Et ça plusieurs fois, même transitionner et ce qu'on appelle le chain wrestling, l'accumulation d'attaques de votre adversaire et que vous arrivez à vous en sortir à chaque fois. Ok. Là, on va voir si vous avez une bonne défense de lutte. Et pour toi, c'est quoi les bases, les clés bon, c'est difficile de résumer ça, j'imagine, en quelques minutes comme ça, mais les clés pour avoir une bonne défense de lutte. Déjà, avoir confiance en son coach, ça c'est vraiment la base générale. Ouais. Et parce que c'est normalement je dis bien, le coach de lutte qui vous donne le cours de lutte, c'est un lutteur. Et donc, il a cette approche de lutteur. Il a fait de la compétition, que ce soit du haut niveau ou pas haut niveau, mais il a fait de la compétition, il s'est entraîné, il a des années d'expérience derrière lui. Donc, il a cette philosophie que vous n'avez pas forcément sur l'aspect lutte. Euh, la deuxième base, ça va être de travailler avec le positionnement de son corps. Quand on a compris ça, il y a deux choses, moi, que je dis souvent, c'est le positionnement du corps et la tête. Le positionnement du corps, c'est le positionnement de votre corps. Positionnement, comment vous allez positionner votre corps sur la défense pour que ça soit le moins énergivore possible et que ça soit le plus facile pour vous. D'accord? La deuxième chose, c'est la tête. Quand je dis la tête, c'est deux choses. C'est ma tête à moi, où elle est positionnée en tant que défenseur, et la tête de l'attaquant, où elle est positionnée. Et qu'est-ce que je peux faire pour capitaliser sur sa tête? Quand je dis ça, c'est en fait la tête, c'est le gouvernail d'un bateau. C'est-à-dire que là où la tête a besoin de sortir, le corps peut sortir derrière. Si la tête est sur le tapis, le corps il va pas pouvoir sortir. Il est obligé d'avoir besoin de cette tête-là pour ressortir ou autre. Donc si vous contrôlez la tête, on se met dans une situation confortable pour moi après faire ma défense et travailler sur mes spéciales. Hmm. Tout à l'heure, tu parlais de Thomas aussi, Thomas Loubersan. Ouais. C'est quoi la méthode de tartinage dont vous parlez à chaque fois? La méthode tartinage,
C'est pas moi qui l'ai inventé, on l'a pas inventé. C'est quelque chose que nous en lutte on fait naturellement, mais qu'on n'a pas posé de nom en fait dessus. C'est-à-dire que nous c'est un travail de préparation, d'action-réaction. Euh, ouais, dit comme ça, dans les formations, vous passez un truc, on va vous dire bah fais-moi une technique de lutte, voilà, une attaque de jambe. Nous, vous, enfin, de l'extérieur, quelqu'un va venir, hop, il va faire une attaque de jambe. Sauf que dans la lutte, on va appeler ça un complexe technico-tactique. Une combinaison technico-tactique. C'est-à-dire que il y a la technique, mais avant ça, il y a la préaction, l'action-réaction, la préparation, l'action et la finalité. D'accord? Et tout ça, ça va être un complexe technico-tactique. Ok? Souvent, on pense que c'est la technique le plus important. En réalité, c'est ce qui se passe en amont qui est le plus important. Souvent, on regarde sur Internet, sur YouTube, des highlights. Highlights, c'est magnifique, c'est beau, tout le monde va faire waouh, waouh, waouh. Moi, ce que je dis à mes jeunes, c'est le highlight, c'est beau pour les réseaux, c'est beau pour waouh, kiffer, vous avez vu de la lutte, faire promouvoir le sport qui est la lutte. Mais pour le compétiteur qui a vraiment envie de performer, c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce qui est arrivé à cette technique. Comment il a fait pour arriver là et lui faire cette belle technique. Et donc, c'est ce qui arrive avant. C'est le système de préaction. Le système de préaction, c'est de faire réagir son partenaire, créer des ouvertures. Et nous, avec Thomas, en fait, en rigolant, on s'est mis à faire des stages pendant le Covid et après Covid. Et en fait, moi, j'avais toujours ce système-là. Et quand je le faisais avec Thomas, parce qu'à la base, moi et Thomas, ça s'est fait où lui, il avait besoin de moi pour la lutte. Il m'a pris en coaching de lutte. On a travaillé ensemble. Je lui ai montré les choses. Quand il y avait des périodes cardio, bah, c'est moi qui tartinais sur la tête, sur les bras, d'avoir des actions et tout ça. Et en fait, il se rendait compte que c'était épuisant pour lui, malgré que c'était moi qui faisais l'effort. Et que souvent, cette truc de tartinage, ça vous prépare à rentrer une action, rentrer une attaque de jambe. Ça, aux yeux de l'arbitre, vous êtes actif et l'autre est passif, entre guillemets. Et ça vous permet également aussi de le pousser à la faute. C'est-à-dire que quand il est débordé sur la tête, et ben souvent ils vont jeter dans les jambes. Et moi, c'était mon travail, c'est-à-dire que en tant que défenseur, dans ma carrière, j'aimais pas attaquer les jambes. Donc je devais trouver des solutions pour que les gens viennent dans mes jambes. Et après, je travaille et je marque mes points avec ma défense. La lutte, c'est un petit milieu où après tout le monde se connaît. On sait que Maxime, en fait, il est bon en défense et il faut pas lui attaquer les jambes. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, on fait des matchs à 0-0. Parce que bah, moi, j'attaque pas et lui, il ose pas attaquer non plus. Donc, il faut que je force les gens à attaquer mes jambes. Donc, ça va être un travail de slap en fait, sur la tête, de pousser, tirer, d'action-réaction pour le faire craquer. En MMA, ça va se traduire en deux strikers, un mec qui est débordé en striking, il sait pas quoi faire, il va jeter dans les jambes. C'est pas forcément la bonne solution. C'est juste parce qu'en fait, il a été débordé sur son striking et qu'au final, il essaye de trouver une autre porte de sortie. Si vous slappez sans arrêt la tête et que l'autre il en a marre, au bout d'un moment, il va jeter dans les jambes. Hmm. Mais c'est pas son envie première. Il a fait ça parce qu'il a subi quelque chose. Donc l'attaque n'ira pas au bout. Et vous pouvez capitaliser là-dessus avec la défense. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu as aussi accompagné Youssef Bouganami, il me semble, C'est ça. qui vient de la boxe thaï. Et en boxe thaï, il y a le clinch, le PAM. Et comme les mains sont justement au niveau de la tête dans cette prise-là, est-ce que ça facilite pas justement, comme c'est un striker, ce travail de tartinage pour le pousser à l'erreur, enfin pour pousser l'adversaire à l'erreur, à se jeter dans les jambes? Ouais, bien sûr. En fait, par exemple, petite anecdote avec les frères Bouganem, parce que là, en l'occurrence, c'est Yacine, son frère, qui m'a extrêmement choqué la première fois. Il vient en cours de lutte et je vois, il me met tout le monde au sol. Et Ok. je dis, mais c'est pas possible, il a déjà fait de la lutte. Et je dis, Yacine, t'as déjà fait de la lutte? Il me dit, non, jamais. Et en fait, c'était des situations que moi j'avais imposées, donc qui était du travail un peu gréco sur le haut du corps, mais que moi, en fait, le Muay Thai, je connaissais pas. C'est vraiment, j'ai découvert vraiment très récemment avec Yacine, Youssef Bouganem, parce que je m'y intéressais pas forcément et je connaissais pas. C'est pas à Et en l'INSEP fait, non plus. comment? C'est pas à l'INSEP non plus. C'est pas à l'INSEP parce que c'est pas un sport olympique. Nous, quand on est à l'INSEP, bah, on s'occupe des sports olympiques, mais pas des autres sports. Et en fait, là, je vois qu'en fait, il met tout le monde au sol. Et une petite anecdote, je le mets avec Jérôme Le Banner, qui sont sur le même tapis, et il met Jérôme Le Banner au sol, alors que
Il faisait 10 ou 20 kilos de plus, et que c'est quand même un morceau, monsieur le banner. Et je dis, wow. Et en fait, après, je me recule et je le regarde faire et tout ça. Et en fait, à la fin de séance, il me dit, oh, j'ai super bien aimé et tout. En plus, ça ressemble à notre clinch Muay Thai. Ouais. Et après, je commence à regarder des vidéos. Et je dis, mais c'est incroyable en fait le rapprochement qu'il y a entre la lutte gréco-romaine et le clinch Muay Thai. Et ça, on s'en rend pas compte. Et donc ça, je l'ai vu avec Yassine Bouganem. Et après, j'ai donné cours de lutte pour MMA au Mamoudi Gym à Bonneuil, avec les frères Mamoudi, Ouais. qui sont l'école de striking, enfin de Muay Thai. Je suis pas dans le milieu, mais ce qui se dit que Numéro c'est un en France, ouais. le mieux en France. Donc, je suis dans un climat comme ça, dans une atmosphère comme ça, où je parle avec les frères, et là où je donne mon cours, ils sont tellement intéressés par la lutte, en fait, on échange, et en fait, ils me disent, tu sais, nous, le Muay Thai, on fait ça, et en fait, je me sers de ça. Et là, je suis parti 15 jours en Thaïlande pour préparer Youssef, pas pour un combat, parce qu'il n'a pas de combat encore tout de suite, mais parce qu'il m'a dit, hey, Max, j'ai besoin de bosser la lutte, il faut que tu viennes, viens chez moi. En plus, il a ouvert Et, son gym. ouais. Il a Et ouvert son l'ouverture du gym, camp. voilà, à Pattaya le 25 décembre. Il a ouvert son gym. Moi, je suis arrivé le 24 décembre. On a fait 15 jours, tous les matins et tous les soirs, 4 heures par jour de lutte. Et en fait, sur les périodes d'intensité, je faisais de la gréco parce que je voyais qu'il était à l'aise en fait sur ses mouvements de clinch. Et le premier jour, il me fait tomber deux, trois fois. Je dis, c'est pas possible. Je viens lui donner des cours de lutte et c'est moi qui tombe. Mm. Je dis, c'est pas possible. Surtout que vous faites pas le même poids. Et en plus, on fait pas le même poids, je suis plus lourd que lui. Je dis, non. Et en fait, en parlant avec lui, en le voyant faire, parce qu'il donnait des cours aussi de Muay Thai, et chez lui, par exemple, à la salle, c'est une obligation de finir l'entraînement par un clinch tie. Mm. C'est vraiment une obligation, que ça soit à 100% ou que ça soit vraiment du drill. Mais il faut qu'ils aient ces sensations-là. Et en fait, je vois des petits détails que je n'avais pas vus avant. En fait, j'ai encore appris en Thaïlande. C'est-à-dire que le coach, il apprend tout le temps, mais là, j'ai encore appris des petits détails où, par exemple, bah, sur le clinch, l'orientation de mes pieds et l'orientation de mes genoux vont faire que si mes genoux sont vers l'intérieur, il va me balayer plus facilement que si mes genoux sont vers l'extérieur. C'est un tout petit détail, mais qui fait son importance de malade. Et en fait, je l'ai intégré dans mon travail de cache contrôle en lutte. Ok? Ouais. Et par l'orientation de vos pieds et de vos genoux, on va avoir un delta plus important d'arriver au sol ou non. Et ça, je l'ai appris en Thaïlande avec Youssef. Et c'est pas lui qui me l'a appris, c'est parce que en tournant avec lui, j'ai vu que si je mettais mes genoux à l'intérieur, il me balayait mais d'une facilité, alors que j'étais plus lourd et alors que j'étais bien ancré, parce que nous les lutteurs on est ancrés au sol. Là où je travaille avec Youssef, c'est que lui, ils sont tout le temps sur la pointe des pieds. On Mm. leur impose d'être sur la pointe des pieds, sur le striking. Et moi, je lui impose d'être sur les talons en lutte. D'où toute la différence. Mais alors justement, sur la partie clinch de Muay Thai, il est sur enfin, il est pas sur la pointe des pieds. Il est sur la pointe des pieds. Ouais. Parce que il a une saisie Muay Thai. Par contre, quand on va arriver sur une saisie lutte gréco-romaine, parce que le clinch Muay Thai, c'est beaucoup sur la tête. Mm. Mais une fois que ça va être enlevé et qu'on va arriver ici, il n'y a plus la même importance et la même facilité du clinch. D'accord? Donc là, il va falloir qu'il soit plus ancré dans le sol parce que lui aussi, il est ouvert à ses balayages et tout ça. Et à ses amener au sol et Ouais. surtout à ses descentes dans les jambes. Donc c'est vraiment des détails qui sont hyper importants. Et ouais, Yacine m'avait choqué la première fois qu'il est venu à Créteil pour faire ça. Youssef m'apporte des détails en fait sans le vouloir, mais en tournant avec parce que bah du coup je vois des choses que j'avais pas vues avant. Et donc comme ça, moi je les incorpore dans la lutte pour MMA contre la cage parce que c'est des détails importants qui peuvent faire la différence. Et tu vois, en Muay Thai, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de projections sans saisie, enfin sans saisie, sans maintien de la saisie en fait. Exactement. Et ça peut être un piège, mais c'est une très grande force. C'est-à-dire que ils vont faire une projection, donc ils ont ce système de projeter ou de faire réagir l'adversaire. Par contre, ils n'ont pas ce système de suivre l'action, la continuité d'action et de garder son adversaire au sol en étant dominant du début à la fin. Mm. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit on lui apprend la transition de accompagner tous ces mouvements de Muay Thai, soit on a une possibilité de
Son mouvement de Muay Thai, c'est pour faire réagir et pour ensuite aller sur autre chose. Si je veux vraiment l'amener au sol et je suis en mode lutteur, je vais devoir l'aider à l'accompagner et à l'amener jusqu'au sol. Par contre, juste de faire réagir, ça peut être le truc de sortir d'une situation pour après, boum, repartir en striking et recréer cette distance-là. Ce clinch va pouvoir permettre ces deux choses. Soit de l'amener au sol en mode lutteur, soit parce que j'ai pas envie d'aller au sol parce que tu es super fort au sol, il faut que je reste debout, bah, il va me permettre de sortir de la situation du tie clinch et de revenir à distance en striking. Hmm. Et toi, en tant que coach, ton travail, c'est de détecter dans quelle situation le combattant se sent le plus à l'aise pour savoir sur quoi partir, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai pas de. Par exemple, je vais reprendre l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, ils ont un modèle de lutte. Vous ayez un État ou un autre, ça, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que nous, en France, vous allez avoir le coach de Sotteville, le coach de Paris, le coach de Marseille. Ils vont pas entraîner pareil. Ils vont avoir chacun leur méthode d'entraînement et leur façon de lutte. Et donc, ils vont pas l'imposer, mais ils vont la présenter aux adhérents et aux lutteurs. Aux États-Unis, vous êtes coach de Oklahoma, vous êtes coach de l'Iowa ou un autre État, c'est la même façon de travailler. C'est la même façon de travailler, c'est le même style de lutte. Vous êtes, en fait, c'est pas un nouveau style dans chaque État. C'est chaque État, c'est le même style. Et le style américain, c'est comme ça. Le lutteur 57 kg ou 125 kg, il va lutter pareil, de la même façon. Là, ce qui va être différent en France ou dans les autres pays. En MMA, c'est pareil. Moi, je suis pas là pour imposer mon style. Je suis pas là pour imposer mon style de lutteur. Je suis là pour on va dire sur les séances loisirs, sur les séances loisirs, parce que je fais des séances pas loisirs mais compétiteurs en bas de l'échelle, on va dire, parce que je travaille vraiment avec des pros et même avec des compétiteurs MMA, mais qui font les compétitions amateurs. Eux, ils ont besoin de tout savoir. Ils ont besoin de tout savoir. Ils ont besoin d'avoir les bases parce qu'ils démarrent dans le sport du MMA et donc ils ont besoin de tout savoir sur la lutte. Par exemple, quand on m'appelle pour un combat, si on m'appelle par exemple sur un one shot pour me dire bah tiens par exemple premier combat, vu que je travaille beaucoup avec Nicolas Haute m'a fait intervenir auprès de Nassourdine Imavov sur le premier combat contre Dolidze en janvier dernier. Premier combat contre Dolidze, Nassour, c'est pas un pro de la lutte, c'est pas un lutteur, il vient de la boxe. Il a une lutte, il a un bon timing de défense, il s'est amené au sol. On travaille sur les détails. Benoît, il sait lutter. C'est pas moi qui lui ai appris la lutte. Benoît, il a appris la lutte par le biais de son judo, par le biais de son sol, et moi je travaille sur les détails. Nassour, contre Dolidze, fallait pas qu'il se fasse amener au sol parce que l'autre était très fort au sol, il avait une super clé de jambe et tout ça. Et ça, moi je l'avais goûté parce que j'étais en Thaïlande l'année d'avant et j'avais tourné avec Dolidze au Tiger. Ok. Et du coup, moi je l'amenais au sol à chaque fois. Hmm. Donc j'avais l'impression que c'était très facile. Mais par contre, quand je l'amenais au sol, il me mettait une clé de jambe. Hmm. Et du coup, j'avais ce petit, c'était un piège en fait Ouais, pour ouais. moi. Et donc, avec Nassour, on travaille sur la lutte gréco. On travaille sur ne pas, sur la défense. On a un système, comme j'ai dit au début, c'est Nico, il me dit, écoute, moi Max, sur Nassour, il faut que tu montres ça, ça, ça. Ça, non, on n'a pas besoin. Ça, non, on n'a pas besoin. Ok. Donc je reste focus là-dessus et on bosse là-dessus. Et sur les 3 mois avant le combat, on va bosser que là-dessus. Hors camp, on va faire autre chose. Mais pendant un camp, on va faire que ça. D'accord? Contre Canonnier, fallait lutter, fallait plus être en gréco. Moins sur le bas du corps, mais plus en gréco. Parce que plus physique, il descendait pas dans les jambes, Canonnier. Et en plus de ça, Nassour n'allait pas lutter, il allait rester en striking. Et que s'il y avait des phases où il fallait se reposer, c'était en gréco contre la cage. Et donc, il fallait imposer ça. Donc, moi, je lui fais venir des partenaires. Moi, j'interviens en tant que sparring aussi. J'interviens en tant que coach extérieur et je fais intervenir des lutteurs à moi, de mon club, de Sotteville, de Créteil, pour faire évoluer Nassour dans les meilleures circonstances possibles, et que s'il arrive à sortir de ces situations avec des vrais lutteurs, c'est impossible qu'il n'arrive pas à sortir de ces situations avec des fighters de MMA. Donc voilà. Ok, bon bah génial. Bah, merci beaucoup Maxime hein, pour toutes ces anecdotes, tous ces conseils, Pas tout de ça. souci.
J'ai Pas de juste souci. peut-être une dernière question. Je sais que tu as, commencé la lutte du coup à 3 ans, on le disait en début d'épisode. Je sais que tu as un enfant que tu as mis aussi à la lutte et que Mhm. tu donnes des cours de lutte. C'est quoi pour toi les avantages de commencer la lutte tôt pour un enfant? Qu'est-ce que ça développe comme capacité physique, tu vois, si je peux dire ça comme ça? Mhm. Euh, Commencer le sport déjà jeune, c'est vraiment une plus-value pour l'enfant et pour l'adulte qui sera demain. Euh, Maintenant, la lutte, c'est vraiment un sport, pour moi, après, je suis pas objectif, mais le plus complet possible. C'est-à-dire que vous allez travailler sur l'endurance, vous allez travailler sur la force, vous allez travailler sur la mobilité, sur la souplesse, sur l'intelligence, entre guillemets, de combat, de savoir faire quoi, à quel moment, sur la gestion du stress. Ça va vous apporter des valeurs, en fait, que vous allez être obligé d'avoir dans un club. La ponctualité, le respect de son adversaire, le respect de ses coachs, le respect de tout ce qu'il y a autour, arbitre, juge et tout ça. Et, euh, et de travailler dans des circonstances dures, au final, pas au démarrage quand vous commencez à 3 ans. Moi, quand j'ai commencé à 3 ans, c'est des jeux d'opposition. Mais on vous fait passer ça par des jeux ludiques, mais au final, c'est quand même des sports d'opposition. Là, ma fille, elle a 8 ans, elle fait de la lutte à l'école. Et c'est de plus en plus. On n'appelle pas la lutte, on appelle ça jeu d'opposition ou sport d'opposition. Mais c'est de la lutte parce qu'il n'y a pas de kimono, il n'y a pas ce grip-là. C'est de la lutte. On commence à genoux parce qu'il faut faire attention aux chutes et tout ça. Mais c'est le sport pour moi le plus complet. C'est le sport où on fait de la gym. En fait, petit, j'ai mis mon fils à la lutte et à la gym pour la souplesse, pour la mobilité, tout ça, et en même temps la force avec la lutte. Mais dans la lutte, en fait, tout s'y regroupe. Vous faites, il y a une partie gymnique, il y a une partie jeu de position, il y a une partie motricité des 3 ans, il y a une partie où on essaye de faire du mimétisme, on reproduit des techniques que le coach va montrer. Et pour moi, c'est un des sports les plus complets. Et c'est vrai que venu de moi, c'est pas objectif, mais je pense réellement que c'est un des sports les plus complets d'aujourd'hui. Ouais. Et puis ça évite les coups à la tête quand t'es petit, c'est pas plus mal. Exactement. Il n'y a pas de coup à la tête, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de coup tout court. C'est pas un sport violent. Euh, Petite anecdote avec Cyril Diabaté, quand j'ai commencé, quand il voulait, entre guillemets, un peu me forcer et me pousser à faire du MMA, il me dit fais du MMA. Je dis non, c'est trop dur votre sport et tout. Il dit tu rigoles ou quoi? C'est vous votre sport qui est dur. Et on avait ces petites guéguerres à chaque entraînement. Non, c'est vous votre sport. Non, c'est moi. Et pour lui, c'était la lutte, le sport le plus dur. Et pour moi, c'était le MMA. Mais pour moi, ma vision, c'était parce qu'il y avait des coups. Et pour lui, la vision, c'était parce que bah il y avait moins d'issues de secours. Vous êtes avec un adversaire sur vous. Il faut trouver des solutions pour renverser, pour le faire tomber, pour sortir de cette position. Et le cardio, en fait, il s'emballe parce qu'il n'y a pas le choix. Comparé à la boxe où, avec un jab, je peux essayer de le garder à distance, où je peux garder cette distance et mieux respirer. Quand vous êtes à deux, il n'y a pas le choix, c'est que vous êtes serré par l'autre. Donc il y a besoin de force, il y a besoin de tout ça, et là, ça devient compliqué. Donc c'est des visions complètement différentes. Génial. Bah, merci beaucoup, Maxime. Comment est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui ont écouté cette conversation jusqu'ici, vers toi, vers ce que tu fais? Ouais, moi je m'appelle Maxime François, mais mon pseudo Insta c'est Max Coaching Paris. J'entraîne à Créteil les lundis et mercredis pure lutte. Et au TFF à Paris 13e les mardis et vendredis pour lutte pour MMA. Et après voilà, je travaille en privé avec les fighters, je travaille en privé avec les loisirs et en club. Voilà, donc tout sur Paris. Je mettrai tout en description. Il n'y a pas de souci. Merci, Maxime. Merci beaucoup, merci à toi.